Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 mai 2026 et je suis là pour parler des derniers échanges, enfin des communications entre l'Iran et les États-Unis. Ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est que l'Iran a répondu. La proposition finale de la part de l'Iran, c'est un plan en 14 points. Et ce qui change, avant même d'entrer dans le détail de ces 14 points, c'est que l'Iran demande que la trêve dure 30 jours, alors que les États-Unis parlent de 60 jours. L'autre élément de cette nouvelle proposition, les points essentiels, les plus importants, ressemblent beaucoup à ce qu'on avait vu dans le plan en 10 points, si vous vous en souvenez, qui portait essentiellement sur des garanties contre toute agression. Quand on parle des garanties contre l'agression, le premier et le deuxième point se ressemblent un peu, parce qu'ils demandent aux États-Unis de retirer leurs troupes des pays du CCG et aussi d'autres pays autour. Le texte parle des environs de l'Iran. Donc en fait, ces deux points sont liés, parce que si on veut trouver une solution durable à la situation actuelle, il faut donner des garanties. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne vont rien accorder de ce genre à l'Iran. En réalité, concernant les bases américaines, la situation est claire. Ils ne pourront pas revenir à ce qui existait avant, parce qu'ils avaient des radars, ils avaient tout sur place. Et en ce moment, ils se demandent, enfin, je suppose qu'aux États-Unis, ils se demandent, si on revient à la situation d'avant, qui va garantir que l'Iran ne va pas les attaquer de nouveau et tout détruire. Parce que la réalité, après ces 40 jours de guerre, c'est que l'Iran a réussi, comme il l'avait déjà annoncé, à frapper des bases américaines et à détruire, en gros, les éléments essentiels et stratégiques de ces bases, les radars, les systèmes de communication, les systèmes de guerre électronique, tous ces équipements complexes qui s'y trouvent. Et en ce moment, l'Iran parle de troupes. Il ne parle pas de radars, ni de quoi que ce soit d'autre, parce qu'ils savent que ces radars, ou qu'ils peuvent frapper ces radars, dès qu'ils le décident. Et pour ce qui est des États-Unis, est-ce qu'ils sont prêts à les remettre dans les pays du CCG? Je ne pense pas que ce soit le cas, pas s'ils continuent avec ce genre d'agression, parce que le nombre de soldats américains dans la région, c'est un facteur important. Les Iraniens, eux, essayent de... Enfin, ils ne veulent pas des États-Unis dans la région. Et il faut bien comprendre ça, parce que ce n'est pas le golfe du Mexique, c'est le golfe Persique. Tout ça concerne les pays d'Asie de l'Ouest. Alors, l'objectif final, je pense, quand on regarde le plan en 14 points proposé par les Iraniens, c'est qu'ils cherchent essentiellement à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité pour la région. Dans cette nouvelle architecture, les États-Unis n'en font pas partie. En gros, les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas écarter complètement les États-Unis des pays du Golfe, surtout en ce qui concerne le renseignement, la CIA, le Mossad et tous ces types d'organismes ou d'institutions. Mais ils savent qu'ils peuvent physiquement pousser les États-Unis à se retirer de la région, que ce soit en réduisant les radars ou le nombre de troupes. En somme, ils peuvent diminuer leur présence. Et ça, c'est une information officielle. C'est vraiment l'état d'esprit actuel en Iran. Et l'autre point qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que l'Iran parle de libérer, vous savez, des avoirs gelés. Les gens de Donald Trump, si vous vous souvenez, Donald Trump disait qu'Obama et son administration avaient envoyé beaucoup d'argent à l'Iran après la signature du JCPOA par toutes les parties. Mais cet argent-là, enfin ce genre d'action de la part de l'administration Obama, ce n'était pas parce qu'il donnait quelque chose aux Iraniens. C'était des avoirs iraniens, saisis, gelés par les gouvernements américains pendant de nombreuses années. Et là, il les libère. Ce n'est pas Donald Trump en parle comme si les États-Unis offraient quelque chose à l'Iran.
Mais ce n'est pas le cas. Cet argent appartient à l'Iran. Il retourne simplement chez lui. C'est bien là le problème. Et aujourd'hui, l'Iran a tous les leviers possibles pour faire pression sur les pays qui ont participé, faciliter ou aider les États-Unis à mener ce genre de politique, à imposer ce type de mesures contre le peuple iranien pendant si longtemps. Il faut bien comprendre que la société iranienne, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas juste une question d'après. C'est très proche, en fait, de ce qui s'est passé à Gaza après le 7 octobre. Beaucoup de gens se demandent ce qui s'est passé. Pourquoi cette guerre a commencé? Tout le monde parle de l'attaque du Hamas, d'Israël et de tout ce qui s'en est suivi. Mais ce conflit remonte bien avant le 7 octobre. Il y a toute une histoire derrière. Il faut regarder tous ces éléments ensemble. On ne peut pas simplement arriver au 7 octobre et inventer des choses. Pour le cas de l'Iran, c'est pareil. Il y a une histoire derrière ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout ce qui a suivi la révolution iranienne. Et l'Iran le sait très bien. Il n'y a aucun moyen pour l'administration Trump d'ouvrir ce commerce ou de résoudre ce conflit ou cette question au Moyen-Orient, sans prendre en compte tous ces éléments qui, d'une certaine façon, ont continué à s'accumuler comme une boule de neige. Et cette boule ne cesse de grossir, encore et encore. Et voilà la réalité, du côté de... Je parle des tensions entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, ce que ressent l'Iran, c'est qu'il n'en veut plus. Parce que l'objectif final des États-Unis, c'est en fait d'affaiblir l'Iran sur le plan économique, militaire, en mettant une forte pression sur la société iranienne. Ils utilisent ces groupes qui se réclament du globalisme, de la démocratie, des droits de l'homme, avec tous ces beaux mots, pour entrer en Iran et accentuer la pression sur la société iranienne. Ils cherchent à pousser certains groupes à l'intérieur du pays à collaborer avec des agents de la CIA et du Mossad à l'extérieur, afin de déstabiliser le pays. C'est tout un plan, et ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, ni d'avant-hier, ni même d'il y a 40 jours. C'est un plan à long terme, mis en place par les États-Unis et le Mossad. Ça remonte littéralement aux années 80, au moment de la révolution en Iran. L'Iran le comprend parfaitement. L'Iran sait très bien ce qui se passe en réalité. Il ne s'agit pas seulement de mettre l'Iran à genoux. L'objectif, c'est de détruire l'Iran tel qu'il existe aujourd'hui. Personne, ils ne veulent pas que l'Iran soit indépendant, un pays souverain. Mais ça, ce n'est pas la réalité de l'Iran. Vous savez ce qu'ils trouvent étonnant chez Donald Trump? C'est qu'il ne comprend pas, il ne saisit pas l'Iran, la société iranienne, la civilisation iranienne. Concernant le blocus en soi, ce n'est rien. Quand je dis que ce n'est rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent pas de pression sur l'Iran, sur l'économie iranienne. La pression, oui, la pression est bien là, et il frappe l'économie iranienne. Mais il y a autre chose qui se passe, selon moi, quand on parle de civilisation. En géotechnique, on a un concept qu'on utilise pour les sols mous. Les sols mous, ce sont les plus difficiles à gérer dans notre domaine. Mais ces sols-là, au fil des années, finissent par se consolider. Cette consolidation les amène vers une nouvelle configuration. On voit les particules se rapprocher et le sol se prépare à supporter n'importe quelle charge qui viendrait au-dessus. Eh bien, la société iranienne, à mon avis, c'est la même chose. Et la ressemblance entre une civilisation et un sol meuble, je dirais, c'est qu'au fil des années, comme on le dit pour les sols, ils gardent la mémoire de ce qui s'est passé. Ils savent ce qui est arrivé. Ils savent comment réagir à ça. Et vous savez, avec ces sols consolidés, on voit bien que quand on exerce une forte pression sur eux, ils savent comment répondre. Ils se tassent, mais pas brutalement. Ils se tassent petit à petit. Ils ressentent la pression. Ils comprennent la pression.
La pression est là, on ne peut pas la nier. La pression du blocus, la pression des sanctions. Mais ce qui change tout, c'est que la société ou le sol sait comment réagir à ça. Ce n'est pas quelque chose qui va les prendre par surprise. Ils n'ont pas paniqué parce que la charge s'exerce sur eux. C'est ça, la réalité. Vous savez, peut-être que c'est tellement déroutant pour les Américains, pour la société américaine, ou plus largement pour les gens en Occident, parce qu'ils n'ont jamais vécu sous sanctions. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors que l'Iran, lui, sait très bien ce que c'est. L'Iran sait comment y répondre. Les Iraniens savent comment faire face à ce genre de difficultés, surtout économiques. Et je ne suis pas là pour nier ce qui se passe dans l'économie iranienne, ni le niveau de pression que les États-Unis exercent sur l'économie et sur le peuple iranien. Beaucoup de gens dans le monde sont affamés à cause de ça. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. Regardez simplement ce régime de sanctions. C'est incroyable. Ils ont détruit tant de régions dans le monde. La famine, tout ça. Beaucoup de gens ont été tués à cause de ce genre de politique. Mais on a des sociétés comme l'Iran. Eux, ils savent se consolider. Ils savent réagir. Ils savent encaisser ce type de pression. C'est ça, la réalité de ce qui se passe. Je pense que les États-Unis doivent comprendre ça. L'administration Trump doit le comprendre. Pour l'instant, je ne vois pas que ce soit le cas. Je n'ai vu aucun signe montrant qu'il y a une réelle compréhension au sein de l'administration Trump de ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a un autre point dans ce nouveau plan de l'Iran, la question des compensations et de la loi sur les sanctions. Ils demandent la levée des sanctions. Ils n'en veulent plus. Pourquoi en parlent-ils? Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans la situation actuelle. Si les États-Unis décident d'entrer en guerre, ils sont prêts. C'est ce qu'ils ont dit. S'ils essayent d'imposer encore plus de sanctions, ce qui n'a aucun sens à mon avis, c'est parce qu'il ne reste plus rien à sanctionner. Tout y est déjà. Tout est sanctionné en Iran. Et pour ce qui est du pétrole, l'Iran a déjà connu ce genre de blocus, bien avant, sous l'administration Trump, quand il a été élu pour la première fois. À l'époque, on parlait d'environ 2 millions, voire plus, de 2,5 millions de barils exportés chaque jour. Avant que Donald Trump ne soit élu pour son premier mandat aux États-Unis, donc vers 2017-2018. Mais en 2018, quand Donald Trump a décidé de se retirer du JCPOA, le régime de sanctions a été rétabli. Ils ont essayé de faire pression sur l'Iran et les exportations de pétrole ont alors diminué. Donc, c'est descendu à 400. Certaines sources parlent de 400 000 barils par jour, mais j'ai parlé avec des gens en Iran bien informés. Ils m'ont dit que c'était tombé à zéro, littéralement, entre 2018 et 2020. Ça a vraiment été réduit. Je crois que le professeur Miranda l'avait déjà expliqué dans ce podcast. Et oui, c'est bien tombé à zéro. Ça veut dire que les barils que l'Iran exportait à cette époque, c'était surtout lié au projet que la Chine menait en Iran. Pour payer la Chine, l'Iran lui envoyait ses barils. Ce n'était pas simplement une vente de pétrole iranien. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Juste avant cette émission, on a appris qu'un nouveau pétrolier, avec 1 900 000 barils à bord, venait de franchir le blocus et de sortir du golfe Persique. La zone que les États-Unis essaient de contrôler avec ce blocus. Donc je dirais que le blocus est en train d'échouer, parce qu'entre la pression qu'il exerce sur l'Iran et la manière dont l'Iran y répond, au final, ça place l'Iran dans une position plutôt confortable. Et l'Iran est prêt à continuer dans ces conditions. Quand on regarde par exemple les différents reportages sur Fox News ou CNN, ils expliquent surtout
comment ce blocus affecte l'alimentation à l'intérieur du pays. Oui, il peut avoir un impact sur la nourriture. Mais parmi tous les éléments de cette liste immense de produits, lesquels sont vraiment touchés, 90% de la nourriture consommée en Iran est produite localement. Les points faibles de l'économie iranienne, c'est surtout quand on parle du riz. Le riz est vraiment essentiel dans la culture iranienne. Le riz et le pain, c'est fondamental. Pour le pain, l'Iran produit plus de 90% de son blé, donc ils ont le pain. Et de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Mais pour le riz, c'est différent. Environ 20 à 30% vient de l'étranger. En gros, ça vient d'Inde et du Pakistan. Vous vous souvenez peut-être, à une époque, les États-Unis avaient dit à l'Inde, « Vous ne pouvez pas envoyer de riz à l'Iran, sinon vous serez soumis à des sanctions ou à des droits de douane. » Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais il semble que l'Inde ait réduit la quantité de riz envoyée à l'Iran. Cela dit, il reste d'autres options pour l'Iran, comme le Pakistan. Le Pakistan, c'est le voisin. C'est un pays voisin. Ils viennent d'ouvrir 6 routes terrestres pour communiquer avec l'économie iranienne. Ils n'envoient pas seulement des produits vers l'Iran, ils en reçoivent aussi. Les pétroliers arrivent dans leurs ports et ils acheminent la cargaison par voie terrestre jusqu'en Iran. L'Iran a beaucoup d'options. Ce n'est pas seulement une question du détroit d'Ormuz. Je pense qu'au fond, quand on regarde la situation, la pression est bien là. Et cette pression n'est pas seulement économique, elle est aussi psychologique. Ils essaient de mettre la population iranienne sous pression psychologique. Mais ça, ce n'est plus le cas. Et je crois que c'est ce point-là qui est le plus important. Parce que quand on veut briser une société, il faut d'abord la détruire psychologiquement. C'est exactement ce qui se passait avant que cette guerre ne commence. Ils voulaient littéralement mettre la société iranienne au bord de l'effondrement avant même que la guerre n'éclate. C'était le grand objectif derrière ces manifestations en Iran. Même Donald Trump lui-même a dit qu'ils avaient envoyé beaucoup d'armes au Kurdistan irakien pour ensuite les faire passer en Iran. Il a dit qu'ils ne les avaient pas envoyés, mais moi je dirais qu'ils l'ont fait. Ils ont les informations. Il n'est pas assez stupide pour tout révéler. Quand on envoie beaucoup d'armes à un petit groupe au Kurdistan irakien, à ces Kurdes, à ces terroristes, forcément, une partie finit entre les mains de ceux qui veulent semer le chaos en Iran. Donc, oui, ils voulaient vraiment pousser la société iranienne au bord de l'effondrement. Et vous vous souvenez, Donald Trump disait « J'arrive pour vous sauver, j'arrive pour vous libérer ». C'était encore une fois de la propagande. Mais alors quoi? Ça n'a pas marché pendant la guerre. Ils ont attaqué, ils ont vu comment l'Iran a réagi. Au fil du temps, l'Iran est devenu de plus en plus fort. Et les États-Unis, eux, commençaient à manquer de missiles de croisière, d'intercepteurs, les radars ne fonctionnaient plus, et tout se dégradait du côté américain comme du côté israélien. Alors ils ont décidé. Oui, c'était les États-Unis. Souvenez-vous bien, ce sont les États-Unis qui ont supplié pour un cessez-le-feu. Pas la première fois. C'est la deuxième fois que les États-Unis demandaient à l'Iran un cessez-le-feu. C'était en juin 2025, pendant une guerre de 12 jours. Franchement, vous savez, après 4 ou 5 jours de guerre, une guerre de 12 jours, ils ont recommencé à parler, à communiquer avec l'Iran en disant « Trouvons une sorte de solution ». J.D. Vance a essayé d'appeler à plusieurs reprises. Plusieurs fois, il a contacté la partie iranienne pour dire « Mettons fin au conflit ». Mais il se préparait déjà pour la deuxième phase. Le 28 février, ils ont relancé les attaques contre le peuple iranien. C'est la principale raison pour laquelle l'Iran demande aujourd'hui des garanties contre toute agression. Alors, qui peut offrir ces garanties?
Qui en est capable? C'est la question essentielle pour le peuple iranien en ce moment. Est-ce que ce sera la Chine, la Russie, l'Europe? Tous ces acteurs faisaient partie du JCPOA, si vous vous souvenez. Ce n'était pas seulement les Européens, c'était eux avec les États-Unis. La Russie en faisait partie. Et la Chine soutenait aussi cet accord. Mais les États-Unis, vous savez, ils ne se soucient pas de ce que la Chine ressent, ni de ce que la Russie pense. En ce moment, je dirais même qu'ils ne se préoccupent pas de ce que l'Europe dit, parce qu'ils ont un maître à Tel Aviv. Ils ont un maître, Benjamin Netanyahou, qui dirige son administration. C'est lui qui décide de tout à Washington. Et ceux qui pensent autrement, eh bien, à mon avis, ils passent complètement à côté de l'essentiel. Et quel a été le bénéfice pour les États-Unis jusqu'à présent? En quoi les États-Unis ont-ils tiré profit de cette guerre? Quel avantage, un seul, en sont-ils sortis? Avant que cette guerre ne commence, il n'y avait aucun problème avec le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le point central, le vrai sujet, c'est le détroit d'Ormuz. Tout ce que Donald Trump fait avec acharnement, ce n'est pas à propos du programme nucléaire iranien, mes amis. Ce n'est pas une question de programme nucléaire iranien. Si c'était seulement ça, il l'avait déjà avant que cette guerre ne commence. Il l'avait sur la table. Ce qui compte maintenant, c'est autre chose. À l'époque, il voulait un changement de régime, mais cette idée est passée. Aujourd'hui, son principal problème, c'est le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il peut rouvrir le détroit d'Ormuz? Oui, il peut le faire, à condition de suivre ce que l'Iran exige à propos du détroit d'Ormuz. Le mécanisme que l'Iran met en place avec Oman pour le détroit d'Ormuz. Regardez ce qui s'est passé. L'Iran a envoyé son message à Islamabad, puis est revenu vers Oman, a discuté avec le gouvernement omanais, a mis à jour ce qui avait été dit à Oman et a révisé la proposition parce qu'il prenait en compte les points soulevés par le gouvernement omanais. Et ils ont voulu actualiser la proposition. Ils l'ont ensuite renvoyée aux États-Unis. Il y a eu une sorte de communication. En ce moment, ils ont sorti ce plan en 14 points. Donc je pense que la compensation n'aura jamais lieu. Quand on entend les Iraniens parler de compensation, ou, d'une manière ou d'une autre, de lever des sanctions, c'est de la pure fantaisie. Et l'Iran sait très bien que c'est de la pure fantaisie. Mais il y a un objectif derrière tout ça. C'est le levier qu'ils comptent utiliser avec la question du détroit d'Ormuz. Une compensation? Les États-Unis ne vont rien payer. Ils ne vont pas libérer, vous savez, les avoirs gelés, les avoirs iraniens gelés. Comment peut-on imaginer qu'ils lèvent les sanctions, qu'ils versent une compensation, ou qu'ils payent le gouvernement iranien pour les destructions causées par les attaques américano-israéliennes contre l'Iran? Ils s'en moquent. Ils ne veulent pas payer. Ils ne paieront pas l'Iran. Et l'Iran le sait. Ils ne lèveront pas les sanctions. Et voilà qu'arrive la question du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est entre les mains des Iraniens et l'Iran peut compenser. L'Iran peut utiliser le détroit d'Ormuz. Les pays qui y participent, qui facilitent cela, ils vont être facturés dans le détroit d'Ormuz. Il n'y aura pas seulement un système de péage, mais aussi des frais supplémentaires. Et l'Iran va les obliger à payer pour la mort et la destruction qu'ils ont causées jusqu'à présent. Et ils en parlaient, ils sont en train de légaliser cela au Parlement iranien. Ensuite, le texte passe au Conseil des gardiens. Et une fois validé ou voté par le Conseil des gardiens, cela deviendra une loi iranienne inscrite dans la Constitution, et personne ne pourra la modifier. Est-ce qu'ils vont en tirer une leçon? Non, ils n'en tireront pas de leçon. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Non, ils ne vont pas l'accepter. Et personne ne se soucie de savoir s'ils vont l'accepter en Iran ou pas. C'est un peu la même situation que ce qui s'est passé avec la partie est de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les discussions actuelles entre la Russie, les États-Unis et les Européens
Enfin, si la guerre en Ukraine devait se terminer, est-ce que vous pensez qu'ils vont reconnaître la possession de la partie est de l'Ukraine? Est-ce qu'ils vont considérer ça comme un territoire russe? Non, ils ne vont pas l'accepter. Est-ce que ça va changer la réalité pour les Russes? Non plus, parce que c'est inscrit dans leur constitution maintenant. C'est la réalité pour les Russes, ce qui ne veut pas dire que ça doit être la réalité pour les Américains ou pour les Européens. On n'en parle plus. On ne parle pas du golfe du Mexique. On parle du golfe Persique. On parle du détroit d'Ormuz, comme l'a dit Donald Trump, le détroit d'Iran. Je pense que ce serait un meilleur terme, un meilleur nom pour ce détroit. Voilà ce qui se passe du côté iranien. Ils savent ce qu'ils veulent et ils vont l'obtenir. Il y a eu un appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Arash, et plusieurs autres pays. Il y avait la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan. Ils ont appelé, ils ont échangé avec leurs homologues, les ministres des Affaires étrangères de ces pays. Ils les ont mis à jour, ils les ont informés de ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis, du nouveau projet, des différents angles, des différentes dimensions de cette proposition et de la manière dont l'Iran compte s'y prendre. Comment il va participer avec tous ces pays. S'ils parviennent à un accord avec les États-Unis, ils vont aider à faciliter les choses. Ils vont réduire les souffrances dans les pays voisins, ensemble avec l'Iran. Ce n'est pas seulement une question de... Vous voyez, l'autre point, c'est que beaucoup de gens ressentent... Hier, j'ai eu une interview avec Mario Naufal, et il disait que ces pays du Golfe Persique étaient inquiets à propos de l'Iran. Il a demandé, pourquoi? D'où vient cette inquiétude? D'où ça vient, ça? Quand est-ce que l'Iran a attaqué l'un de ces pays du Golfe Persique? Il n'y a pas eu d'attaque. Aucune attaque iranienne contre un pays, je dirais, depuis environ 250 ans. L'Iran n'a jamais attaqué aucun pays, jamais. Il faut regarder la réalité. On ne peut pas argumenter à partir de fiction, de choses qu'on invente, d'hypothèses qui n'existent pas. Parce que ça, c'est de l'imaginaire, c'est pas la réalité. Alors, quel est le vrai enjeu avec les pays du CCG? Les pays du Conseil de coopération du Golfe doivent comprendre que s'ils veulent la sécurité, ils doivent aussi comprendre que quand ils pensent à leur propre sécurité, celle de leurs voisins compte tout autant. Ce n'est pas l'Iran qui accepte qu'un pays étranger, disons les États-Unis, vienne s'installer sur son sol et y déploie des troupes. Non, ce sont eux, les pays du CCG, qui font venir des troupes américaines et aussi des troupes de certains pays européens. Nous avons des bases françaises, une base française. Et c'est bien là le problème. Pourquoi en ont-ils besoin? Pourquoi en ont-ils besoin? S'ils peuvent mettre en place une architecture de sécurité régionale qui garantirait la sécurité, la prospérité et un avenir meilleur pour toute la région, pourquoi militariser la région? En quoi cela les aide-t-il jusqu'à présent? Trouvez-vous un seul argument valable à cela? Quelle est la raison d'avoir des bases américaines, des troupes américaines? Qu'est-ce que c'est censé leur apporter? Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Ils doivent comprendre. Vous pouvez le comprendre. Vous pouvez communiquer. Vous pouvez améliorer ça. Vous pouvez aussi prendre en compte les principales préoccupations de votre voisin. Je parle de l'Iran, parce que l'Iran est très inquiet à propos de ses bases, de la présence de troupes américaines dans les pays du Golfe. Plus de 3000 personnes ont été tuées pendant cette opération. Combien de personnes ont été tuées dans les pays du Golfe, avec Israël? Cela montre comment l'Iran utilise sa stratégie contre ces pays. Il ne s'agit pas seulement de tuer des gens, mais de laisser les États-Unis et Israël utiliser leur territoire pour attaquer l'Iran. Ce n'est pas juste une question de déclarer
Nous n'allons pas laisser les États-Unis utiliser notre espace aérien. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont bel et bien laissé les États-Unis utiliser leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Mais ils l'avaient déjà annoncé avant. Ils ne vont pas le permettre. Ce n'est pas seulement à cause de ça. C'est à cause des radars, des communications, des troupes, de tout ce réseau, tu vois, d'hostilité qu'ils ont mis en place dans leur pays contre l'Iran. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour eux de saisir ça. S'ils veulent la sécurité, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils peuvent simplement conclure un accord avec leurs voisins. C'est tout. Regardez les États-Unis, regardez le Canada, regardez le Mexique. Est-ce que le Mexique peut aller demander à la Chine de déployer des soldats chinois, tu vois, sur le sol mexicain? Parce qu'ils veulent une certaine forme de sécurité, parce que les États-Unis sont une superpuissance. Et on a vu ce que les États-Unis font avec, disons, le Mexique, ou ce serait pareil avec le Canada. Est-ce qu'ils accepteraient vraiment ça pour le Canada? Si quelqu'un voulait, par exemple, installer une base russe au Canada, ou une base chinoise au Canada, sous prétexte d'équilibrer face aux États-Unis, parce qu'après tout, on a bien vu ce que l'administration Trump a fait au Canada et au Mexique. C'est logique. Ils voudraient mettre des troupes sur place. Mais les États-Unis ne toléreraient jamais ça. C'est une question qui concerne les États-Unis. Ils doivent l'accepter. Ils doivent comprendre cette réalité. D'ailleurs, c'est aussi le principal problème en Ukraine. Ils se sont retrouvés tout près de la frontière russe. Dans le cas de l'Ukraine, ils étaient littéralement sur le pas de la porte de la Russie. Ils veulent installer des missiles, des armes nucléaires en Ukraine. Personne ne peut accepter ça. Personne ne va s'en réjouir. Et l'Iran va continuer, si ces pays, les pays du CCG, et tout le monde le sait aujourd'hui. Je pense que quand on parle de tolérance, de résilience, la société iranienne est prête. Mais aucune de ces nations du CCG n'est prête à ça. Elles ne savent pas ce que sont les sanctions. Elles ne connaissent pas les difficultés économiques. Regardez ce qui est arrivé aux Émirats arabes unis pendant 40 jours. Look at what has happened to UAE for 40 days. They're running out of, they're running. Ils sont littéralement à court d'argent. Ils demandent à l'ISIS de les renflouer. Et comment se fait-il qu'un pays dont tout le monde parlait, Dubaï, Abu Dhabi, les Émirats arabes unis, où est passé ce fameux modèle? Il n'y a pas de modèle. Ce ne sont pas des économies prospères. Ce sont des châteaux de cartes. Je pense que cette guerre a révélé que toutes ces économies-là ne sont pas réelles. Ce sont des châteaux de cartes dès qu'on parle des bases de l'économie. C'est pour ça qu'ils parlent maintenant de diversifier leur économie. Mais est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? Non. Où sont les fondations? Où est le savoir-faire? Ils ne l'ont pas. Where is the knowledge? They don't have it. Are they going to import it? UAE just Ils vont l'importer. Les Émirats arabes unis viennent, enfin. Ils ont licencié des milliers de travailleurs pakistanais là-bas parce qu'ils soutenaient l'Iran pendant la guerre. C'est ça, la réalité. Qui va vouloir retourner aux Émirats pour travailler avec eux, pour eux, s'ils ne tolèrent pas. Au lieu de modifier leur politique, ils s'en prennent aux gens. Et ça ne résout pas le problème. Les Émirats ont décidé de quitter l'OPEP, ils sortent aussi du CCG. Alors, à court terme, on peut se dire qu'ils vont pouvoir envoyer plus de pétrole, en vendre davantage et peut-être améliorer un peu la situation. Mais à long terme, ils vont perdre du pétrole. Parce que quand on parle de l'OPEP, on parle de pays essentiels dans la production pétrolière. Et ils font ça simplement pour aider les États-Unis. Je dirais que Donald Trump leur a dit, si vous voulez une sorte de plan de sauvetage, alors vous devez quitter l'OPEP. Vous devez nous aider sur la question du prix du pétrole en ce moment.
Ça montre à quel point ces pays dépendent profondément des États-Unis. Ce ne sont pas de vraies économies. Ce ne sont pas de vraies économies. Et l'autre point, c'est la paix. Quand on parle de paix, l'Iran en parle sur tous les fronts, y compris au Liban. Le Liban est extrêmement important pour l'Iran. Je dirais que si les États-Unis fournissaient tout, mais sans le Liban, il n'y aurait pas de paix, il n'y aurait pas d'accord. C'est juste pour comprendre à quel point le Liban est essentiel pour l'Iran. Parce qu'ils ne veulent pas qu'Israël fasse en Cisjordanie ce qu'il a fait à Gaza. Ce qu'ils sont en train de faire là, pendant qu'on parle, à Gaza et en Cisjordanie. Ils ne vont pas laisser Israël aller aussi loin. Et c'est là que ça devient compliqué pour Donald Trump. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste sur la situation. Personne ne va, vous savez, examiner point par point ce plan en 14 points. On le regarde et les gens en rien. Est-ce que l'Iran croit vraiment qu'ils vont le mettre en œuvre? Non. L'Iran sait très bien qu'ils ne vont pas adhérer à aucun de ces points. Mais l'Iran montre sa position et à quel point le Liban est important pour lui. Ils savent qu'Israël, et l'administration Trump non plus, ne pourront pas contrôler le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et pas seulement Benjamin Netanyahou. Imaginons que l'opposition gagne en Israël, disons Yair Lapid, ou avec Naftali Bennett. Eh bien, ils ne sont pas si différents de Benjamin Netanyahou. En gros, leur objectif, c'est d'occuper la partie sud du Liban pour créer une zone tampon. Ils parlent d'une zone tampon d'ailleurs. Chaque fois qu'ils veulent s'emparer d'un territoire, qu'ils veulent occuper une terre, ils appellent ça, vous savez, la zone tampon, la fameuse zone tampon. Le plateau du Golan, c'était une zone tampon. Et aujourd'hui, ils avancent encore, toujours plus loin, et prennent davantage de territoire en Syrie. Hier encore, ils attaquaient la Syrie. Ils attaquent la Syrie encore et encore. Ce n'est pas Bachar al-Assad en Syrie. C'est le type qu'ils ont soutenu. C'est celui que la CIA a soutenu, que le Mossad a soutenu. Et le gouvernement turc a facilité tout le processus. Il les a aidés, il a coopéré avec eux pour le placer en Syrie. Mais Israël ne veut pas de ça. Ben Gvir veut tuer, assassiner, tu vois, Al-Jolani ou Shara, peu importe qui c'est, le chef d'HTS, le coupeur de tête. Ils veulent l'assassiner. Et ce n'est pas seulement une question d'assassinat d'HTS, parce qu'ils ne veulent pas d'une Syrie unifiée. Ils veulent la fragmenter, comme c'est le cas aujourd'hui. 5 régions, 4 régions, 3 régions. Israël veut toute la partie sud de la Syrie. Ils veulent remonter jusqu'à Damas. Et pour le Liban, c'est la même chose. Ils ne vont pas s'arrêter là. C'est justement ce qu'explique l'Iran, d'ailleurs, avec le cas du Liban. S'il y avait Bachar al-Assad en Syrie, ils ajouteraient la Syrie à cette affaire. Mais ce n'est pas Bachar al-Assad qui est au pouvoir. Et c'est là que se trouve le problème de la Turquie aujourd'hui, parce que la Turquie est en train de devenir le principal ennemi d'Israël. Et ce n'est pas seulement le principal ennemi d'Israël, c'est aussi le prochain problème des États-Unis. Parce que le gouvernement américain se trompe, ou bien parce que sa politique est dictée par Israël, et qu'il doit suivre la ligne israélienne au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, c'est l'Iran, la Turquie, et demain, ce sera le Pakistan. Jusqu'à quand sont-ils prêts à continuer ces guerres? Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec tout ça? Regardez simplement ce qui s'est passé jusqu'à présent, avec cette guerre, avec le soutien que l'administration Biden a apporté à Benjamin Netanyahou et aux Israéliens pour détruire Gaza et la Cisjordanie. Et ensuite, on a eu Donald Trump qui est arrivé et qui a tout donné à Benjamin Netanyahou. En gros, vas-y, détruis tout et tue des gens. Quel est l'intérêt pour les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Rien. Ils ne gagnent rien à ça. Dans le cas de la guerre contre l'Iran, est-ce que les États-Unis gagnent?
Est-ce qu'il y a le moindre intérêt à montrer que les États-Unis sont en train de gagner? Non, ils ne gagnent pas. Ils perdent. No, they're not winning. They're losing. It's not just about the Middle East and the Ce n'est pas seulement une question du Moyen-Orient ou du détroit d'Ormuz. C'est une question de vision d'ensemble. La Chine, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, les bases américaines autour de la Chine, eh bien, elle pourrait littéralement toutes les faire disparaître si elle décidait de le faire. Est-ce que les États-Unis seront capables d'affronter la Chine à Taïwan? J'en doute. Je ne vois vraiment plus les États-Unis aller aussi loin. Alors, pour revenir à Donald Trump, c'est pour ça que beaucoup de gens aux États-Unis qui ont voté pour lui pensaient que le pays allait se recentrer sur l'hémisphère occidental. En gros, qu'il allait se concentrer sur lui-même, ramener des emplois et, vous savez, relancer l'économie américaine. Improving the American economy. Where is that? Because they don't know. Où est-ce que c'est ça? All about zero-sum game. Parce qu'ils ne savent pas. You put tariffs on Tout China, ça, c'est un jeu à somme nulle. Vous mettez des droits de douane sur la Chine. La Chine va réagir. China, Ils forcent la Chine à réagir. fine, Et quand la Chine décide de le faire, my- elle se sent my- plus puissante ou plus forte, disons. they feel- because Parce que ces pays-là, je dirais, je ne sais pas, c'est un peu dans la culture orientale, ils utilisent toutes les cartes qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils soient obligés de les jouer. C'était pareil avec la Russie. La Russie a été forcée. La Russie, d'une certaine manière, si on regarde la situation avec la Russie, elle a envoyé 100 000 soldats dans l'est de l'Ukraine. was in, 800, they sent 100,000 troops in the eastern part of Ukraine. And at the same time, they were negotiating with the United States. Et en même temps, ils négociaient avec les États-Unis. Ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de la guerre. Personne ne les prenait vraiment au sérieux. Personne ne leur parlait de manière sérieuse. Personne ne voulait de ça. C'est pour ça qu'on a eu ces 4 années de guerre. Et quel est le résultat pour la Russie aujourd'hui? La partie est de l'Ukraine fait partie de la Russie, comme c'est inscrit dans leur constitution. Et quelle est l'importance de cette région? C'est quelque chose comme 80-82% du PIB de l'Ukraine. Si cette guerre continue et qu'ils prennent Odessa, ce sera littéralement la fin de l'Ukraine en tant qu'État. Il ne restera plus rien. Il ne resterait plus rien de l'Ukraine. Rien du tout. S'il n'y a plus de lien avec la mer Noire, ce ne sera plus l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ça, Odessa ne fera plus partie de l'Ukraine, comme avant le début de la guerre, en 2021, en février 2022. Donc, quoi qu'il arrive, la Russie va contrôler Odessa. Et ils savent très bien comment faire. La Russie, sur le plan économique, militaire et géopolitique, s'est redéfinie. Et aujourd'hui, elle est plus puissante. En ce moment, ils savent que grâce au pétrole et au gaz russe à bas prix, l'Allemagne a pu prospérer, se développer. Mais ça, c'est fini pour l'Allemagne. C'est fini pour l'Allemagne. That's gone for Germany. That's gone for Germany. It's amazing looking at Germany today. C'est incroyable de voir l'Allemagne aujourd'hui. Ils ont participé. Olaf Scholz était à côté de Joe Biden, en train de dire que si cette guerre éclatait, si la Russie envahissait l'Ukraine, ils allaient mettre fin au gazoduc Nord Stream. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Et au final, ce n'est pas l'économie russe qu'ils ont détruite, c'est l'économie allemande. Encore aujourd'hui, ils subissent les conséquences de ce qui s'est passé avec le gazoduc Nord Stream. Et l'Allemagne, c'est incroyable, passe complètement à côté de l'essentiel. Parce qu'avant même que cette guerre éclate entre l'Iran et les États-Unis, le chancelier allemand Merz disait déjà qu'il faisait le sale boulot à notre place. Il faut mettre fin à ce régime en Iran, à ce régime agressif qui tue son propre peuple. Il faut provoquer un changement de régime en Iran. Tu l'as entendu aujourd'hui. Il dit que les États-Unis ont été humiliés dans cette guerre parce que ces types attendent en coulisses. Si les États-Unis gagnaient, ils participaient. Quand on gagnait, ils faisaient le sale boulot pour nous et on les soutenait. Mais comme les États-Unis ne gagnent pas,
Il sort maintenant pour dire qu'ils sont en train de perdre. Nous, on ne fait pas partie de cette humiliation. Nous sommes en Europe, c'est différent. Mais toi, tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu as tout fait. Tu as aidé, tu as facilité. Everything. You help, you facilitated, you help in terms of defensive capabilities. Vous avez aidé sur le plan des capacités défensives. Vos radars, vos bases, tout ce que vous aviez, vous les avez aidés. La seule chose qu'ils n'ont pas faite, c'est pour le détroit d'Ormuz. Ils ont dit non, ce n'est pas notre guerre. Parce que s'ils y étaient allés, s'ils avaient décidé d'entrer dans le détroit d'Ormuz, ce serait la fin pour les Européens. Ils n'en ont pas les moyens. Militairement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour y aller. Si les États-Unis, avec leur marine, une immense marine, vraiment immense comme ils disent, la plus grande du monde, je dirais que personne n'a les capacités des États-Unis en matière navale. Ou peut-être que la Chine et la Russie les ont. Je ne sais pas. Mais au moins, les États-Unis en parlent. Pourtant, ils n'ont pas réussi à rouvrir le détroit d'Ormuz. Imaginez un peu, les États-Unis, incapables d'ouvrir le détroit d'Ormuz, demandant aux Européens de le faire à leur place. Franchement, c'est ridicule, non? How ridiculous is that? Europe knows that. They were not to sacrifice. L'Europe le sait. Elle n'a pas eu à se sacrifier. La raison pour laquelle elle continue la guerre en Ukraine, c'est qu'elle ne sacrifie pas ses propres citoyens. Elle sacrifie les peuples slaves. Elle sacrifie les Ukrainiens dans cette guerre par procuration. Mais quand il s'agit de l'Iran, là, il faudrait qu'elle se sacrifie elle-même. C'est pour ça qu'ils ont dit « ce n'est pas notre guerre ». C'est les États-Unis qui sont en train d'être mis en échec au Moyen-Orient. Voilà la réalité de l'Europe aujourd'hui. Et je pense que la fin du blocus naval, l'Iran essaie de, enfin, disons les choses clairement, qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui est logique jusqu'à présent? Je pense que le blocus, celui mis en place par Donald Trump et son administration, arrive à un point où il ne fonctionne plus. Il ne marche pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enjeu là maintenant? Trouvons une solution, d'une façon ou d'une autre. Comment on peut faire ça? On lève ou on met simplement fin à ce blocus et l'Iran doit rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est aussi simple que ça. Au final, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Et le détroit d'Ormuz, son fonctionnement, la manière dont l'Iran le rouvrirait, la façon dont il ferait payer les autres pays, tout ça dépendra entièrement de la politique iranienne. Mais il y a un autre point, et c'est le point optimiste. Les États-Unis lèvent le blocus, quittent la région, sans lever les sanctions, sans verser de compensation. Rien du tout. Ils ne feront rien. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'ils vont envoyer des forces dans ces pays du CCG. Mais après tout, j'espère qu'ils sont assez lucides pour comprendre que s'ils continuent à installer des radars et ces systèmes de guerre électronique dans les pays du Golfe, ça ne changera rien. Ils ne vont pas être frappés en retour, et la réalité restera la même. C'est pour ça que je ne vois pas les États-Unis prendre une telle décision de sitôt. Et puis, il y a un autre point. Le pire scénario, selon moi, ce serait que les États-Unis poursuivent le blocus. Ce serait vraiment la pire option, parce qu'elle ramènerait la guerre sur la table. Les deux parties se remettraient à se battre. Même si ce n'est pas une attaque directe et soudaine entre les deux pays, on verrait les tensions monter petit à petit, jusqu'à éclater à nouveau en une nouvelle guerre. Parce que l'Iran est capable de répondre aux États-Unis. Et avec le temps, les États-Unis verront comment l'Iran réagira. Il y aura de nombreuses confrontations entre les États-Unis et l'Iran avant qu'une nouvelle guerre n'éclate. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu sur les capacités iraniennes, ils s'y préparent. Ils sont bien organisés, parce que l'Iran a deux épées en main. Ils ont la diplomatie, comme ils le disent, avec leur plan en 14 points, et ils ont la puissance militaire, la deuxième épée. Et ils utilisent ces deux épées selon les besoins. Quand il faut de la diplomatie, des discussions, ils s'en servent.
Quand il faut de la force militaire, ils mobilisent leur puissance, leur armée, les gardiens de la révolution, tous ensemble. Mais les États-Unis, d'une certaine façon, c'est un peu comme s'ils prenaient deux épées et qui frappaient dans tous les sens. C'est vraiment comme ça que je le vois, littéralement. Ils ne savent pas s'en servir. On ne voit pas chez eux une stratégie qui consisterait à utiliser ces deux épées avec intelligence. Alors que l'Iran, lui, sait très bien le faire. Chaque fois qu'il faut faire de la diplomatie, ou chaque fois qu'il faut répondre militairement aux États-Unis, ils savent quand et comment utiliser ces deux armes. C'est tout le jeu des Iraniens. Et ils vont continuer comme ça. Ils n'ont aucun problème à poursuivre. Parce que le détroit d'Ormuz, comme on l'appelle aujourd'hui en Iran, est plus important que la nationalisation du pétrole iranien. Le pétrole iranien a été nationalisé parce qu'à l'époque, l'Empire britannique, présent en Iran, volait tout simplement le pétrole iranien. Ensuite, le pétrole iranien a été nationalisé. En ce moment, il parle de la même chose avec le détroit d'Ormuz. C'est encore plus important que la nationalisation du pétrole iranien. Oui, c'est plus important. Regardez le peuple iranien aujourd'hui. La majorité, une très large majorité, parle de ce sujet. L'autre point, c'est la question du programme nucléaire iranien. Ils ne vont pas y revenir de sitôt, parce que Donald Trump ne serait pas en mesure de mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban. La levée des sanctions, les avoirs gelés, ils doivent tout régler, absolument tout, avant d'en arriver au programme nucléaire iranien. Et c'est bien là la difficulté à laquelle Donald Trump et son administration sont confrontés aujourd'hui. D'un autre côté, le gouvernement iranien subit une pression énorme depuis le début de cette guerre. La majorité de la population exerce aujourd'hui une forte pression. Les gens se demandent, en gros, comment obtenir des garanties. Le premier point que l'Iran réclame, ce sont des garanties contre toute agression. Ils estiment avoir besoin d'une dissuasion nucléaire. Les gens en parlent ouvertement. Ils ont besoin d'une dissuasion nucléaire. Dans la région, il y a un pays, Israël, qui posséderait entre 300 et 700 bombes nucléaires. Et personne ne semble assumer la moindre responsabilité face au comportement du gouvernement israélien. S'ils décidaient, en 1 heure, d'attaquer l'Iran avec une bombe nucléaire, ils pourraient le faire. Personne ne pourrait les en empêcher. Nobody can stop them from doing this. And people in Iran understand that. Et les gens en Iran le comprennent. Ils ne veulent pas qu'Israël les attaque, ni que les États-Unis les attaquent, et encore moins qu'on les attaque avec des armes nucléaires. C'est donc un point énorme, vraiment énorme, qui, à mon avis, va changer dans la stratégie iranienne. Les changements arrivent, et l'Iran est prêt à faire face à toutes les escalades. Ils ont en quelque sorte tout défini. À chaque niveau d'escalade, ils savent comment ils réagiraient. Et à un certain stade, il est possible qu'ils décident d'agir de manière préventive. C'est ça leur stratégie. Alors, voyons ce qui va se passer. En ce moment, Donald Trump parle du plan iranien en 14 points. Je ne sais pas s'il le lit vraiment. Et franchement, je n'ai jamais vu Donald Trump lire quoi que ce soit. I don't know if he's reading, and I don't see Donald Trump reading anything. I don't see Pete Hegseth being capable of reading anything. Je ne vois pas Pete Hegseth capable de lire quoi que ce soit. Ou peut-être qu'il y a, disons, certaines personnes dans l'administration, admettons, qui peuvent comprendre, qui peuvent trouver une sorte de sortie de crise. Comme je l'ai déjà dit, si les États-Unis lèvent le blocus, s'ils se retirent simplement, et que l'Iran continue de contrôler le détroit d'Ormuz, alors là, c'est le point final. Je ne vois rien d'autre, vous savez, qui puisse se passer entre les deux parties pour le moment, ni dans un avenir proche. Voilà, merci beaucoup. J'essayais simplement de donner ma compréhension de la situation. On verra bien ce qui va se passer. Un grand plaisir, comme toujours. Merci.